Bonjour à tous. Nous allons vous présenter notre travail sur les transitions démocratiques en Europe du Sud et de l'Est et en Amérique latine et en Afrique du Sud. Bonne vidéo. À partir de 1989, les régimes communistes tombent tous les uns après les autres. Les facteurs externes ont joué, le plus évident étant l'arrivée au pouvoir de Gorbatchev en 1985 qui provoque une rupture dans la politique soviétique. Mais les facteurs internes ont été prépondérants, combinant prise de conscience par un certain nombre de dirigeants communistes de l'échec économique et social du système mis en place 40 ans plus tôt, et surtout la révolte de la société civile, ouvrière et paysanne, jusqu'à-là majoritairement soumise. Le plus remarquable demeure que ces événements se sont déroulés sur une période très courte centrée sur l'année de 1989. Par exemple, en Roumanie, les manifestations de la population ont commencé en début décembre 1989, mais elles prennent une telle ampleur vers la fin du mois que le dictateur Ceausescu s'enfuit en hélicoptère et quitte le pays le 22 décembre. Mais il est contraint à retourner et il est arrêté avec sa femme. Ils sont tous les deux fusillés le 25 décembre 1989. Cette révolution laisse un nombre inconnu de morts et de disparus de l'ordre des milliers. Ce genre d'événement arrive dans la plupart des autres pays ex-soviétiques, comme la Pologne, la Bulgarie, l'Albanie, et ainsi de suite. La plupart de ces pays ont réussi à en finir avec le communisme par une révolution. Celles-ci se ressemblent beaucoup entre elles. Mais cela ne se passe pas pareil en Yougoslavie, où une guerre de 10 ans éclate entre les 7 nations cohabitantes du pays. La guerre éclate après la mort du président Tito, qui a réussi jusqu'alors de contrôler les tensions entre les nations. Cette guerre a pour caractère principal les génocides et les viols en masse. Après les 10 ans de guerre, de 1991 à 2001, la Yougoslavie s'éclate dans les 7 pays qu'on connaît aujourd'hui: la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, la Serbie, le Kosovo et la Macédoine. La première cause de cette guerre est le souhait de la Serbie d'annexer toute région où la population est majoritairement serbe, dans leur projet de la Grande Serbie. Une autre cause est la chute du mur de Berlin en 1989, qui met fin à la guerre froide et qui inspire une envie d'Occident dans ces pays. La dernière cause sont les tensions religieuses entre ces populations musulmanes, catholiques et orthodoxes. Selon l'International Center for Transitional Justice, les guerres de Yougoslavie ont causé la mort de 140 000 personnes. On retrouve dans le sud de l'Europe 3 dictatures, une en Espagne, une au Portugal et une en Grèce. Au Portugal, El Estado Novo, en place depuis 1933, est un régime totalitaire conservateur et nationaliste. Il est dirigé par Antonio Oliveira Salazar, qui a la particularité de vivre dans l'austérité et de ne pas pratiquer le culte de la personnalité dans sa dictature. Cette dernière prend fin le 25 avril 1974 avec la Révolution des œillets, appelée aussi le 25 avril. Elle est motivée par le mécontentement du peuple face aux échecs et aux pertes économiques induites par les guerres coloniales, notamment en Afrique. La révolution est principalement menée par le MFA, le mouvement des forces armées, qui renverse le régime le 25 avril non seulement grâce à la force armée, mais aussi grâce à la force du peuple qui descend dans les rues de Lisbonne, passant notamment par le marché aux fleurs, alors richement fourni en œillets, d'où le nom de la révolution. Les années qui suivent la révolution des œillets sont marquées par la démocratisation du pays et la décolonisation, mais aussi par un certain désordre politique jusqu'à l'adoption de la constitution portugaise le 2 avril 1976, qui est encore en vigueur aujourd'hui. Et aujourd'hui, le 25 avril, c'est un jour férié au Portugal. En Espagne, il s'agit de la dictature franquiste avec à sa tête Francisco Franco, qui est au pouvoir depuis 1939. Jusqu'à sa mort en novembre 1975, le régime totalitaire franquiste, catholique et conservateur, retire leurs droits aux femmes et détruisent toute forme de résistance. C'est avec le roi Juan Carlos Ier, proclamé roi d'Espagne et chef d'État après la mort de Franco, que va se faire la transition démocratique. Elle sera progressive et débutera par exemple avec la grâce de près de 9000 prisonniers seulement 7 jours après la mort de Franco. Cette transition démocratique est principalement motivée par la révolution des œillets au Portugal qui inspire le peuple espagnol à se rebeller lui aussi, mais elle bénéficie également du soutien de Juan Carlos pour le système démocratique. Elle s'achève en 1982 avec la première alternance politique et l'arrivée au pouvoir du PSO, le Parti socialiste ouvrier de Felipe González, qui obtient la majorité absolue lors des élections législatives.
En Grèce, la dictature des colonels, appelée aussi dictature du 21 avril ou junte des colonels, est en place à partir du 21 avril 1967 et est dominée par Georgios Papadopoulos. Cette dictature prise le passé antique de la Grèce et la Grèce chrétienne actuelle. Le 17 novembre 1973, les colonels font marcher des chars sur l'école de Polytechnique à Exarchéia, où des révoltes étudiantes et populaires ont lieu. Mais c'est la crise chypriote en 1974 qui provoque la chute définitive de la junte des colonels. Leur succède le premier ministre Konstantinos Karamanlis, nommé en juillet 1974, qui enclenche la transition démocratique de la dictature des colonels vers une démocratie pluraliste, avec des élections en 1974, suivies d'un référendum qui abolit la monarchie au profit d'une république. Cette démocratie cause l'exil du roi Constantin II et une nouvelle constitution est rédigée en 1975. C'est la même année que les procès de la junte s'effectuent, condamnant les colonels à mort pour trahison et mutinerie. Leur peine sera ensuite réduite à une simple prison à perpétuité. Ces trois pays, soumis au régime totalitaire, ont réussi à s'en sortir de manière différente. Le Portugal par une révolution pacifique, l'Espagne par une transition progressive et la Grèce par des révoltes populaires et l'affaiblissement du gouvernement. Apartheid? Je suis sûre que vous avez déjà entendu ce mot. Mais qu'est-ce que c'est? Apartheid est un mot du dialecte afrikaans et signifie séparation. C'était un système de ségrégation raciale qui a régné l'Afrique du Sud pendant presque un demi-siècle. Son but spécifique était de protéger la domination des Blancs sud-africains sur les non-blancs dans tous les aspects de la vie. Mais ce régime n'est pas apparu de nulle part. Pendant la conquête coloniale du pays, les droits des natifs sud-africains ne sont pas pris en compte lors du partage du pays entre les Néerlandais et les Britanniques. 148 lois d'apartheid ont été mises en place. Les Noirs devaient porter leur carte d'identité à tout moment et obéir des couvre-feux stricts. Les institutions publiques, comme les banques, les hôpitaux, les écoles, les églises et les magasins, étaient séparées. L'État avait mis en place un système éducationnel séparé pour les non-blancs, qui se terminait à l'âge de 13 ans et qui était structuré spécifiquement pour que les non-blancs deviennent des travailleurs dans les mines d'or. Néanmoins, une résistance existait contre ces lois extrêmes. Les protestations étaient souvent menées par des jeunes noirs et se finissaient par une sévère répression caractérisée par une violence sanglante. De ces troubles, des leaders comme Nelson Mandela, Oliver Tambo et Walter Sisulu ont ressorti. Les protestes organisés par eux étaient majoritairement pacifistes, comme des marches ou des grèves de travailleurs. Dans l'espérance de finir les protestations, le gouvernement met le Congrès national africain hors la loi et emprisonne ses leaders. En 1964, Nelson Mandela est arrêté et condamné en prison pour la vie. Lui et tant d'autres membres du Congrès national africain protestent en prison, alors que les jeunes continuent à protester dans les rues. Les protestes ont causé la mort de 15 000 personnes entre les années 1980 et 1990. Ces morts ont attiré l'attention internationale, chose qui mène les États-Unis et d'autres États à imposer des sanctions économiques à l'Afrique du Sud, qui cède et met fin au régime de l'apartheid. Nelson Mandela, mis en liberté après 25 ans d'emprisonnement, devient le 29 avril 1994 le premier président élu démocratiquement en Afrique du Sud. Mais malheureusement, la discrimination est ressentie même aujourd'hui en Afrique du Sud. Au cours du XXe siècle, l'Amérique latine est le théâtre de multiples coups d'État, souvent orchestrés par les États-Unis qui sont motivés par la guerre froide et la lutte anticommuniste. La situation de la plupart des pays d'Amérique latine est critique à la fin des années 60, avec par exemple des dettes auprès de banques privées ou des déséquilibres agricoles et industriels. Ainsi, les pays andins et ceux du cône sud souffrent de crises économiques et politiques, ce qui offre un climat favorable à l'instauration de dictatures par le biais de coups d'État notamment. C'est ainsi qu'en Équateur en 1963, l'armée renverse le gouvernement en place. La dictature militaire fait qu'en 1990, pas moins de 45% de la population vivait dans l'extrême pauvreté. Mais ce n'est qu'en 2000, après des soulèvements populaires à Quito, que la transition démocratique débute vraiment. Elle se conclut en 2008, après que la nouvelle constitution proposée par le nouveau président élu, Rafael Correa, soit approuvée par un référendum. Cette dictature militaire en Équateur est un bon exemple du processus employé par la plupart des dictatures militaires en Amérique latine durant cette période, ainsi que du processus de transition démocratique, qui a permis à ces pays soumis à des régimes totalitaires de se libérer.
Pour faire un bref résumé des événements dans chaque pays, le Brésil subit le coup d'État de Castelo Branco le 2 avril 1964 sans résistance populaire et la dictature prend fin le 15 mars 1985 avec un retour progressif à la démocratie. En Bolivie, le coup d'État de Barrientos instaure une dictature militaire jusqu'en 1980 où l'armée de la libération nationale de Bolivie, créée par Che Guevara, a un rôle prépondérant. L'Argentine est sous l'emprise de la dictature de Videla de 1967 à 1983 avec une campagne d'enlèvement de plus de 500 bébés. L'armée péruvienne prend le pouvoir du Pérou le 3 octobre 1968 et le dictateur Alberto Fujimori quitte le pays en 2000, ce qui fait s'effondrer le régime autoritaire et répressif. Au Chili, Augusto Pinochet prend le pouvoir du 11 septembre 1973 au 11 mars 1990. Il perd le pouvoir à la suite d'un référendum au cours duquel il autorise la résistance à diffuser sa propagande sur la chaîne de télévision nationale pendant au moins 10 minutes par jour. Enfin, en Uruguay, la dictature militaire, qui a pris le pouvoir le 27 juin 1973, s'effondre en 1985. Elle aussi à cause de l'échec d'un plébiscite où il est demandé au peuple s'il approuve la légitimation du régime. Toutes ces dictatures militaires ont pour point commun l'utilisation de moyens de répression violents, comme l'enlèvement de masse des enfants, la torture généralisée, les disparitions forcées, les massacres durant les mouvements de révolte, les nombreux assassinats, etc. La guerre sale est le terme utilisé pour désigner la répression d'État qui a lieu en Amérique latine des années 60 à 80 et qui était soutenue par les États-Unis. Ces derniers ont notamment apporté un large soutien durant l'opération Condor, une campagne d'assassinat et de lutte anti-guérilla dont l'ampleur s'est ressentie jusqu'en Europe. Cependant, tous ces meurtres n'ont pas empêché les révoltes des populations et la chute des régimes totalitaires dans la plupart des pays latino-américains, bien qu'encore aujourd'hui, l'influence de ces dictatures militaires se fait encore largement ressentir en politique dans ces pays. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions quelconques, n'hésitez pas à les poser. Et voilà, merci beaucoup.